avec Alain, on a organisé un webinaire sur l'hydratation, hein. C'est un thème qui nous a été remonté souvent. Donc, on a décidé de préparer un webinaire sur ce thème. Donc, moi, pour me présenter rapidement, je m'appelle Salomé, je suis diététicienne nutritionniste. Donc, c'est moi qui suis en charge des formations chez Biodi, donc Biodi Expert et Biodi Coach. Et c'est moi qui anime aussi la plupart des webinaires chaque semaine. Et Alain, qui est à côté de moi. Oui, bonjour. Voilà, moi donc je suis chercheur en bioimpédance-métrie depuis maintenant plus de 30 ans et je suis cofondateur des sociétés Aminogramme qui développent des appareils de bioimpédance-métrie et de la société eBiodi qui les distribue, qui les met sur le marché. Ouais. Donc, dans ce webinaire, on va aborder plusieurs parties. Donc, dans un premier temps, on va voir pourquoi il est si important de boire. Donc, on va revoir le rôle de l'eau rapidement, la composition en eau de notre organisme. Donc, dans une deuxième partie, Alain animera la partie sur l'hydratation et l'équilibre hydrique en bioimpédance-métrie. Dans une troisième partie, donc, on regardera ces deux indicateurs, mais en pratique. Donc, on fera on a différentes études de cas. Et dans une dernière partie, donc comme à chaque webinaire, il y a une petite session questions-réponses. Donc, si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. Et à la fin du webinaire, on y répondra avec Anne. Donc, pourquoi est-il si important de boire ? Donc, l'organisme, pour fonctionner, a besoin d'un apport constant en eau, puisque l'eau, c'est le principal constituant du corps humain. Donc, cette eau est répartie dans l'ensemble du corps, et dans chaque organe, et elle est répartie entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. Donc, d'après des études, l'eau représente en moyenne 60% du poids corporel chez l'homme adulte et environ 50 à 55% chez la femme. Donc, si on prend un exemple, donc pour un homme d'environ d'un poids de 70 kg, donc la teneur en eau est d'environ 42 litres. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est que cette valeur moyenne va varier d'un individu à l'autre. Et cette variation est principalement due aux différences dues dans la constitution du corps humain. Par exemple, si on prend une personne qui a une masse grasse très développée, donc le pourcentage de masse grasse par rapport au poids risque d'être un petit peu plus faible. Et inversement, une personne qui a une masse grasse très faible, on va obtenir une hydratation par rapport au poids assez correcte. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes et les personnes âgées ont une masse hydrique qui est inférieure par rapport aux hommes. Donc, ça, c'est dû au fait que la masse maigre est moins importante chez les femmes et les personnes âgées. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les athlètes, eux, vont avoir un volume d'eau relativement élevé par rapport à leur poids corporel, car en général, ces personnes-là ont peu de masse grasse et ont une masse maigre qui est assez importante. Donc, l'eau est répartie, comme je l'ai dit, dans l'ensemble du corps et des organes. Donc, la teneur en eau des différents organes va dépendre de leur composition. Donc, par exemple, on va retrouver dans le sang environ 83% d'eau. Et dans le tissu adipeux, on est plus aux alentours de 15%. Donc, il y a des différences assez importantes entre les différents compartiments. Donc, cette eau est répartie dans le corps en deux compartiments. Donc, on a d'une part le compartiment intracellulaire, donc l'eau qui est contenue dans les cellules, et l'eau au niveau extracellulaire, donc tout ce qui est plasma, lymphe, liquide interstitiel, par exemple. Donc, l'eau dans le corps doit être en équilibre. Il doit avoir autant d'entrées que de sorties. Donc, c'est ce qu'on appelle la balance hydrique. Donc, il est important de faire entrer autant d'eau, de faire entrer suffisamment d'eau dans le corps afin de compenser les sorties quotidiennes qui, elles, sont inchangées, sont les mêmes chaque jour. Donc, chaque jour, notre organisme va éliminer environ 2,5 litres d'eau. Donc, cette eau va être éliminée par la respiration d'une part, par les urines, par la transpiration. Pour que l'organisme continue de fonctionner correctement, il faut donc compenser ces pertes, donc soit par l'alimentation, par l'eau pure, ou sinon par les aliments qui apportent quand même de l'eau. Donc, c'est cette balance entre les entrées et les sorties d'eau, donc c'est ce qu'on appelle la balance hydrique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps, quotidiennement, il est capable de fabriquer un petit peu d'eau, donc à hauteur d'environ 300 millilitres. C'est l'eau endogène, donc l'eau formée par les réactions chimiques. Les aliments vont apporter environ 700 millilitres d'eau par jour
Et donc, pour couvrir la totalité des besoins naturels, il faut donc apporter le complément en eau, donc environ 1,5 litre d'eau par jour. Donc, en ce qui concerne les rôles de l'eau, donc il y a plusieurs rôles. Donc, le premier rôle, donc c'est un rôle de construction. Donc, le rôle de construction, donc l'eau est primordiale donc pour le bon fonctionnement des différents organes. Donc, je l'ai évoqué plusieurs fois. Donc, par exemple, pour le cerveau, donc le cerveau est immergé dans le liquide céphalorachidien et ce liquide est composé d'environ 85% d'eau. Donc, ce liquide va permettre d'une part d'apporter donc tous les éléments nutritifs nécessaires au bon fonctionnement du cerveau, par exemple, et il va permettre également d'éliminer les substances toxiques, donc toutes les substances qui sont générées par l'activité de nos neurones, par exemple. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une faible déshydratation va affecter rapidement ce processus et des effets vont rapidement se faire sentir sur la santé, donc comme par exemple des maux de tête, une diminution de la concentration, une réduction de la mémoire à court terme, et ces effets se font sentir dès 1% de déshydratation. Donc c'est assez rapide. Le cœur et le sang, donc au niveau du cœur, donc le cœur est composé de 77% d'eau et le sang d'environ 95%. Donc, un léger déficit hydrique va provoquer une accélération du rythme cardiaque et une chute de la tension artérielle. En ce qui concerne le foie, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas de déshydratation, donc le foie va se concentrer essentiellement sur sa fonction de détoxication. Donc, le foie est composé d'environ 73% d'eau. Donc, lorsqu'il y a une petite déshydratation, ce qu'on va observer, c'est que les lipides et les glucides vont s'accumuler dans le foie sans pour autant être transformés en énergie. Donc, ce qui, au fil du temps, va ralentir le fonctionnement du foie. Et les poumons, donc nos poumons doivent être humidifiés en permanence pour pouvoir suivre correctement le processus de respiration. Or, chaque jour, on va perdre environ entre 1 demi-litre d'eau et 1 litre d'eau juste en respirant. Donc, il est donc indispensable de combler cette perte en eau pour la respiration. Il y a d'autres rôles, comme par exemple un rôle chimique. Donc, l'eau est à la fois un solvant, un milieu de réaction, un réactif, un produit de réaction chimique. L'eau joue également un rôle de transport. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le constituant majeur du sang. Donc, cette eau va permettre de transporter les nutriments aux cellules et va aider à éliminer les déchets du corps. Et l'eau joue également un rôle de thermorégulation, c'est-à-dire que l'eau va aider à maintenir le corps à la bonne température lors, par exemple, de l'exposition à de fortes chaleurs ou encore à de grands froids. Donc, la déshydratation, donc c'est tout simplement un déséquilibre entre les apports et les pertes hydriques. Donc, les causes de déshydratation sont nombreuses. Donc, il peut y avoir, par exemple, une perte d'eau et de sel, lors, par exemple, d'une anorexie, chez les patients qui ont un traitement par diurétique. Donc là, ils vont éliminer l'eau, mais plus au niveau l'eau extracellulaire. Chez les patients qui ont des troubles digestifs, donc par exemple tout ce qui est vomissement. Donc là, ces patients-là sont plus sujets aux déshydratations. Il peut y avoir également une perte d'eau pure lors, par exemple, d'une chaleur excessive, donc l'été, par exemple, ou en cas de fièvre ou de transpiration importante. Et la déshydratation peut encore survenir chez les patients qui ont des difficultés à s'hydrater, donc par exemple les personnes dépendantes, les personnes qui ont des troubles de la conscience, tout ce qui est maladie d'Alzheimer. Donc là, ou encore les personnes qui ont des troubles de la déglutition. Donc toutes ces personnes-là sont des sujets à risque de déshydratation, puisque pour eux, ça représente ça devient assez compliqué pour eux de s'hydrater correctement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que certains patients sont plus à risque de déshydratation que d'autres. Par exemple, les nourrissons qui ne savent pas forcément manifester leur soif, ou encore donc les personnes âgées chez qui la soif est souvent altérée. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la soif, c'est le premier signe de déshydratation, et lorsqu'on a soif, c'est qu'on est déjà en déficit hydrique. Donc, il existe différentes méthodes pour évaluer le statut hydrique des patients au cours d'une consultation. Donc, on peut simplement regarder le poids corporel et suivre les modifications du poids. Donc, c'est une méthode qui est utilisée pour mesurer les changements du niveau d'hydratation de l'organisme, donc en fonction des pathologies. Donc, par exemple,
une personne qui a une pathologie, les personnes qui ont des pathologies cardiaques, par exemple, donc tout ce qui est les personnes qui font des œdèmes, ça va, juste avec le poids, on va pouvoir évaluer une modification du compartiment hydrique. Bon, ce qui est embêtant avec le poids, c'est que ça ne mesure pas d'une manière précise. C'est uniquement on ne peut pas voir où l'eau est exactement, si c'est plus dans le compartiment extracellulaire ou plus dans l'intracellulaire. On peut également utiliser les mesures urinaires. Donc, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le volume des urines va plus refléter le volume de liquide absorbé, donc plus que le niveau d'hydratation en soi. Mais l'étude de la couleur des urines est un indicateur assez intéressant à analyser. Donc, plus les urines vont être claires et plus l'hydratation est bonne. Et la troisième méthode, donc, c'est l'impédancemétrie. Donc, on va voir dans la deuxième partie avec Alain, donc comment, avec le BioDixPER, on peut évaluer correctement le niveau d'hydratation des patients. Donc, on a 4 indicateurs hydriques avec le BioDixPER qui permettent, en fonction des profils des patients, d'évaluer correctement le niveau d'hydratation et l'équilibre hydrique aussi. Donc, en ce qui concerne les recommandations, donc il y a une partie de notre eau qui provient de l'alimentation. Donc, on va retrouver de l'eau dans les fruits et légumes et dans les laitages particulièrement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette eau apporte seulement 700 millilitres. Donc, il faut compléter l'apport en buvant donc environ 1,5 litre d'eau par jour. Donc, les cas spécifiques, donc on va retrouver donc les personnes âgées qui, elles, sont plus sensibles à la déshydratation, comme l'appétit, hein, la sensation de soif s'atténue au fil des années. Chez les nourrissons, donc là, les besoins en eau sont plus élevés que les adultes. Et chez les sportifs, hein, qui, eux, lors d'une activité physique intense, ils ont une perte d'eau qui est plus importante liée à la transpiration. Donc, chez les sportifs, il est très important de s'hydrater donc avant et pendant et après la séance, hein, pour éviter que la déshydratation impacte les performances sportives. Donc, voilà pour la première partie. Donc, je vais passer maintenant la main à Alain qui va nous parler donc de la bioimpédancemétrie dans un premier temps et des indicateurs hydriques dans un second temps. Voilà. Alors, déjà, au départ, ce qu'il faut, c'est bien comprendre comment ça fonctionne la bioimpédancemétrie. Au niveau de l'eau, quelles que soient les données, en fait, on fait des mesures. Ces mesures sont des données électriques à des fréquences, puisque c'est un appareil, un dispositif multifréquence, à des fréquences différentes. On obtient des résistances, des réactances, des impédances et un angle de phase. À partir de ces données, plus certaines caractéristiques incontournables de la personne qui sont sa taille, son poids, son sexe, l'âge intervient, mais il intervient plus, lui, pour la partie des valeurs de référence. Et bien, on va interpréter les données, ces données électriques, sous forme et grâce à des algorithmes qui vont nous donner des quantités de matière corporelle. Pour les fréquences de 50 à 200 kHz, le courant traverse l'ensemble des tissus, il traverse la paroi des cellules, donc on obtient l'eau totale. En dessous d'une certaine fréquence, donc en dessous de 7 à 8 Hz, mais à partir de 5 kHz, de 5 kHz à 1 kHz, on obtient uniquement l'eau extracellulaire. Pourquoi? Parce qu'à cette fréquence-là, le courant ne passe pas la barrière cellulaire. C'est intéressant, parce que ça nous permet, en ayant l'eau totale et en ayant l'eau extracellulaire, par simple déduction et par simple logique, d'obtenir l'eau intracellulaire. Donc, comme vous voyez ici, TBV, en anglais, c'est l'eau totale. ECV, c'est l'eau extracellulaire. Et si j'enlève l'eau extracellulaire de TBV, eh bien, j'obtiens ICV, qui est l'eau intracellulaire. Alors, après, au niveau de l'eau, elle n'est pas répartie de la même manière.
elle est répartie dans le tissu gras à hauteur d'environ 15%, alors que dans les autres tissus qui sont les protéines et les minéraux, on a un taux d'hydratation qui est d'environ 72%. Là, je parle de domaine de référence. Après, il y a des variations d'un individu à un autre. Et puis, bien sûr, si on est sur ou sous-hydraté, il y aura plus ou moins d'eau. J'ai mis sur le slide les lipides que l'on appelle la masse grasse FM en anglais. C'est important de bien comprendre cette notion parce qu'en bioimpédancemétrie, nous on fait comme les autres parce que c'est depuis les années 50 où on appelle la masse grasse les lipides. En fait, la masse grasse qu'on appelle en bioimpédancemétrie la masse grasse, ce sont uniquement les lipides. Il n'y a pas d'eau dans la masse grasse. Et où est-ce qu'il y a de l'eau? C'est dans le tissu adipeux. Donc le tissu adipeux, c'est l'eau plus les lipides. Donc, il faut aussi savoir comment on conduit le courant. On conduit le courant grâce à des électrolytes qui sont dans l'eau. Salomé va nous rappeler ce que sont les électrolytes. Donc les électrolytes, c'est tous les ions qui sont contenus dans l'eau. Donc le calcium, le potassium, le sodium, le chlore, le magnésium. Voilà. Parfait. Et donc comme les lipides ne contiennent pas d'eau, ils ne contiennent pas non plus d'électrolytes, donc ils ne sont pas mesurables. Alors, on pense toujours en bioimpédancemétrie, on mesure le gras. Non, on ne mesure pas le gras, on les déduit. Tout simplement, on mesure la masse en graisse qui contient donc toute l'eau, les protéines et les minéraux. Et ensuite, on a le poids, toujours par simple déduction. On fait W, c'est weight, c'est le poids, moins la fat free mass, qui est la masse hors graisse ou la masse sans gras, et ça égale la masse grasse. Donc, ne pas confondre tissu gras qui contient de l'eau et lipides qui ne contiennent pas d'eau. Alors, ça, je viens déjà de le dire, la masse hors graisse FM contient toute l'eau du corps, dont celle du tissu gras, plus tous les tissus non lipidiques, les protéines et les minéraux. Elle contient la fat free mass, environ 73% d'eau. Et cette eau est répartie en eau extracellulaire et en eau intracellulaire, à raison de 40% pour l'eau extracellulaire et à hauteur de 60% pour l'eau intracellulaire. Grosse différence avec le tissu gras qui, lui, en fait, dans ces petits 15% d'eau, ces 15 petits pourcents d'eau, ils correspondent à 80% d'eau extracellulaire. Donc, on voit, il y a une différence. Dans le tissu gras, l'eau extracellulaire, c'est 80%. Dans la masse hors graisse, l'eau extracellulaire n'est que de 40%. On verra tout à l'heure que ça peut avoir une incidence. Donc, voilà un schéma qui vous donne la représentation. Vous avez en bas la masse grasse à 20%. Vous avez donc en face les lipides. Là, on ne parle pas du tissu gras, on parle vraiment de la masse grasse. Vous avez toute l'eau qui correspond à la masse hors graisse. Et vous avez la masse sèche hors graisse. C'est quoi la masse sèche hors graisse? Ce sont les minéraux et les protéines. Juste à droite, vous voyez la répartition de l'eau dans cette masse hors graisse. 40% d'eau extracellulaire, 60% d'eau intracellulaire. Et sur la droite, vous voyez que dans le tissu gras, l'eau est marquée en haut, c'est 15%, est répartie en très peu d'eau intracellulaire, 20%, et 80% d'eau extracellulaire. Les méthodes d'analyse de l'hydratation. Oui, alors maintenant, on va parler de la manière d'interpréter les différentes
analyse qu'on peut faire à partir de l'hydratation. Alors, je reviens sur ce qu'a dit Salomé tout à l'heure. Elle a dit, oui, bah alors, si j'ai quelqu'un qui est très gras, il va avoir un pourcentage d'hydratation par rapport au poids qui est faible. Et puis, si je prends un bodybuilder avec une très grosse masse musculaire et puis en période de préparation où il a très peu de masse grasse, 5, 6, 7, 8%, je vais avoir des taux d'hydratation très, très élevés. Oui, parce qu'une quantité d'eau rapporté au poids de la personne, vous avez vu dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, que dans la masse grasse, il y a très peu d'eau et que dans les autres tissus, il y a beaucoup d'eau. Donc forcément, quand il y a beaucoup de masse grasse sur un obèse, on aura un taux d'hydratation qui sera très bas et sur un bodybuilder, eh bien, qui sera très haut. Donc, vous avez une première solution qu'on vous donne dans la tuile de gauche au total, tout à fait en bas, le taux d'hydratation. C'est un rappel parce que dans le passé, beaucoup de gens utilisaient ce taux d'hydratation. C'est le taux d'hydratation sur le poids. Dans l'exemple en question, on voit une personne qui est à 19% de masse graisseuse, donc bien équilibrée. C'est une femme, donc à 19%, elle est même plutôt fine. Et on lui trouve un taux d'hydratation à 60%. La valeur de référence du taux d'hydratation sur le poids, c'est une donnée entre 50, la littérature donne 55 à 65%. C'est très large, mais bon, certainement par rapport au problème dont on parlait tout à l'heure. Donc, est-ce que cette personne est bien équilibrée? 60% pour 55-65, eh bien, écoutez, c'est parfait, c'est au milieu, donc très bien. Vous avez deux autres solutions pour mesurer. L'hydratation de la masse en graisse. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le compartiment qui représente toute l'eau du corps, plus les minéraux, plus les protéines. La valeur de référence, c'est 73,3. On estime qu'il y a un équilibre à peu près correct entre 69 et 77%. Bien sûr, plus on descend, moins on a d'eau, et plus on monte, plus on a d'eau. Cette donnée est, vous verrez tout à l'heure, beaucoup plus intéressante parce que c'est la vraie réalité. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est de savoir si ces protéines et minéraux sont bien équilibrés, puisque, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais l'eau du tissu gras, il est constant. Il est censé ne pas bouger. Alors que, bien sûr, le tissu de la masse en graisse, il bouge. Si je transpire, je perds de l'eau, ben je perds de l'eau de la masse en graisse. Et puis, vous avez le taux d'hydratation hors graisse, c'est-à-dire que là, on enlève l'eau de ce tissu gras pour avoir une mesure avec encore une plus grande précision, on le verra tout à l'heure. Alors, ce taux d'hydratation hors graisse, l'avantage, c'est que l'eau du gras, c'est une eau qui est piégée dans le tissu gras. Donc qui n'intervient pas pour hydrater les matières nobles qui sont les protéines et les minéraux. Donc, il est intéressant de connaître ce taux d'hydratation parce que quand les personnes ont beaucoup de masse grasse, ils ont peu d'eau et donc on sait mieux comment sont hydratées les protéines et les minéraux à partir du taux d'hydratation hors graisse. Sachant que la différence est relativement faible, c'est juste une petite amélioration par rapport au taux d'hydratation sur la masse en graisse. Deuxième exemple, là, la masse grasse, elle est élevée. Et c'est là où vous allez pouvoir comprendre ce qu'on dit par un schéma qui va suivre derrière. Qu'est-ce que je vois ici? Je reprends le taux d'hydratation sur le poids. La personne fait 49,92, on va dire 50%. Oula, elle est bien en dessous des 55-65. Si le standard, on le met au milieu, le curseur, à 60%, il lui manque 10% d'eau. C'est catastrophique. Donc, qu'est-ce qu'on va aller regarder? On va regarder d'autres indicateurs. On va aller regarder dans l'eau totale en bas l'hydratation de la masse en graisse. Ah, 75-76, tiens, c'est bizarre.
puisque le taux d'hydratation idéal, entre guillemets, est 73,3%. Donc, en fait, on a une personne qui a plutôt un peu trop d'eau. On regarde le curseur, on voit qu'il est dans le vert pâle. Le vert, tout va bien. Le vert pâle, tout va bien aussi. Mais attention, on approche de la limite qui est l'orange. Ça, c'est ce qu'on trouve avec l'hydratation de la masse hors graisse. Je vais maintenant sur l'hydratation hors graisse, donc avec le petit correctif où on ne tient plus compte de cette eau du tissu gras, et je vois 73,72 pour 72,20, et vous voyez, le curseur est dans le vert. Donc cette personne, en fait, est parfaitement bien hydratée. Or, si je tenais compte de ce qui est écrit en rouge en bas, si je n'avais tenu compte que du taux d'hydratation sur le poids, elle serait en déficit de 8 à 10% d'eau, ce qui serait catastrophique. Voilà l'illustration, pour mieux comprendre. À gauche, j'ai une personne qui a 20% de masse grasse et qui a 80% de masse hors graisse. La masse hors graisse, dans le schéma, je l'ai hydratée à 73%, donc c'est parfait. Si je fais le calcul de l'hydratation sur le poids, je vais trouver 60% d'hydratation. Parfait. Je passe à droite, j'ai en fait quelqu'un, là j'ai un peu exagéré, hein, j'ai pris un exemple extrême, bien que vous pouvez trouver ce genre d'exemple. Quelqu'un qui a une masse grasse de 50% et qui n'a que 50% de masse hors graisse. Bon, si on regarde le poids de la personne, elle fait 100 kg, elle a quand même une masse hors graisse qui est bien développée. Et qu'est-ce que je vais trouver au niveau des pourcentages? Mono, c'est la moitié à droite que ce qu'il y avait à gauche, ce qui est normal puisque j'ai divisé la masse en graisse par 2 pour pouvoir loger ma masse grasse. Et je suis toujours à 73% d'eau. Par contre, si je divise cette eau qui reste là par le poids, je vais trouver 30%. Et je vais dire, tiens, mais 30% pour 60, c'est hyper sous-hydraté. Pas du tout, cette personne est parfaitement hydratée, puisque c'est le tissu maigre, c'est l'hydratation du tissu maigre qui compte. Incidence de la masse grasse sur l'équilibre hydrique. Alors, il y a deux notions. Il y a la première notion, pour bien comprendre l'eau et bien comprendre l'équilibre d'une personne, c'est est-ce que j'ai assez d'eau, est-ce que j'en ai pas assez? Ça, on vient de le voir, c'est le taux d'hydratation. Maintenant, l'eau, est-ce qu'elle est bien répartie? Est-ce qu'elle est bien répartie entre l'eau intra et l'eau extracellulaire? Donc, sur la gauche, vous avez une première tuile. Les deux tuiles qui sont là sont intéressantes, à consulter toujours les deux. L'équilibre hydrique à gauche, on prend toute l'eau, on mesure l'eau intracellulaire, on mesure l'eau extracellulaire, on regarde le ratio, le pourcentage, qui est un petit peu différent au niveau des femmes et au niveau des hommes. Il y a une petite différence, mais qui est faible, qui est indiquée par les valeurs de référence. Et je vois dans cette personne-là, elle est en fait parfaitement équilibrée. Le curseur est pratiquement pile au milieu du tube et dans le vert. Moins 0,55, c'est rien, c'est parfait. Elle est parfaitement équilibrée. Ça voudrait dire que, puisqu'on tient compte de toute l'eau, que la balance sodium-potassium est d'excellent niveau. Pour rappel, le sodium est dans l'extracellulaire et le potassium dans l'intracellulaire. Maintenant, je regarde la tuile de droite, équilibre hydrique hors graisse. Là, cette tuile, gros intérêt, c'est qu'elle tient compte à la fois de l'équilibre de la personne, sans tenir compte de ce tissu, de l'eau de ce tissu gras dont je parlais tout à l'heure. Donc, on affine le résultat. Et là, on voit qu'elle est. Il faut regarder les petites barres. Hein. Vous avez des petits tirés. Les petits tirés représentent l'équilibre parfait. Les petites barres, l'équilibre de la personne. Donc, on voit que l'eau extracellulaire est un petit peu sur la droite, donc il y a un petit peu plus, et l'eau intracellulaire un tout petit peu moins. Mais c'est vraiment parfait. D'ailleurs, si je regarde l'écart théorique, il est de 0,43%, c'est-à-dire rien.
Et après, vous avez les curseurs ou petites flèches. Les petites flèches, elles indiquent quoi? On joue aussi sur le taux d'hydratation. Donc, on voit que en haut, si vous regardez en haut, hydratation en graisse, cette personne est à 72,84%, ce qui est parfait, mais elle est quand même 0,5% d'hydratation globale en graisse au-dessus. Ben, vous voyez les petits curseurs, vous avez dit c'est bien équilibré, mais finalement, c'est dans l'eau extracellulaire qu'il y a le plus d'eau. Ça, c'est très intéressant parce que là, on voit que, en fait, un petit peu d'eau en plus en extracellulaire, l'eau extracellulaire, ça vient, ça va. Je bois un verre d'eau, ça va où? Ça va dans l'extracellulaire. Donc, je manque un peu d'eau, et ben, c'est parti de l'extracellulaire. Donc, on voit que cette personne-là, eh ben, elle vient peut-être de boire, ou elle a un petit peu d'eau en réserve, ce qui est très bien. Continue. On est sur une masse grasse normale. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, oui. On avait parlé, on revient en arrière. Là, on était sur une masse grasse normale à 18%. On descend. Là, on passe sur une masse grasse plus élevée avec une personne qui a un poids élevé, 95 kg, un IMC qui est élevé, qui est à 27, une masse grasse qui est à 29%, donc une masse grasse élevée, et on va voir ce que ça va donner. Donc, équilibre hydrique, toujours la tuile de gauche, la personne est parfaitement bien équilibrée, donc elle a une balance sodium-potassium qui est parfaite. Je vais maintenant sur ma tuile de droite, je regarde les petites barres. Oui, c'est bon, les petites barres sont dans le vert, mais on voit quand même que l'eau extracellulaire est décalée vers la gauche, donc ça veut dire qu'il en manque un peu. Décalé sur la droite pour ICV, ça veut dire que ICV, il y en a un peu trop, sachant que c'est dans le vert, c'est bon, hein, mais bon, on le voit. Et puis, on voit que les curseurs, là, d'un seul coup, pouf, ils sont partis sur la gauche. Et celui du bas, ICV, il est toujours dans le vert, on ne va pas en tenir compte, tout va bien. Par contre, on voit qu'au niveau de ECV, donc l'eau extracellulaire, on est à la limite de l'orange. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je suis bien équilibré, mais qu'il me manque un peu d'eau? Tout simplement, on va regarder maintenant en haut. On voit que cette personne, c'est une personne très sous-hydratée. Je regarde l'équilibre hydrique en graisse. La personne est à 66,65%, alors que son équilibre devrait être à 72%, valeur estimée à 72,2%. Il lui manque 3 litres 4 d'eau. Donc, il lui manque quand même beaucoup d'eau. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est cette eau qui lui manque. Où est-ce qu'elle lui manque? Donc, je regarde l'équilibre hydrique. Et bien que l'équilibre ECV, ICV soit à peu près bon, eh bien, quand on regarde le manque d'eau, il lui manque d'eau, donc il y a un problème. Écart théorique ECV, on voit qu'il lui manque 2 litres 4 de CV. Donc 2 litres 4, on sait que c'est 40%, on l'a vu tout à l'heure, ECV 40%, ICV 60%. Sur ICV, il manque 1 litre 37, c'est pas beaucoup parce que ça fait partie du 60%. On a un problème sur ECV. Donc là, il faut voir d'où ça peut venir. Alors, ça peut venir du fait que, par exemple, ça soit une personne qui prend des diurétiques, on trouve assez souvent ce genre d'exemple. C'est quelqu'un qui ne boit sûrement pas assez d'eau, etc., etc. Il faut en chercher la raison et la cause. En tout cas, il faut essayer de faire quelque chose. Donc, si elle prend des diurétiques, il y a une élimination du sodium, donc fatalement, elle va perdre de l'eau en extracellulaire. Mais si elle perd de l'eau en extracellulaire et qu'elle a une bonne balance sodium-potassium, forcément, par voie de conséquence, il va y avoir un peu de déperdition au niveau de l'eau intracellulaire. Ça pourrait être le cas de cette personne. Ça reprend un petit peu.
Pardon. Ça reprend un petit peu. Hein? Ça reprend un petit peu. Oui, ça reprend ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, c'est juste pour revenir dessus. Dans l'équilibre hydrique, nous vérifions que le pourcentage global d'eau extracellulaire, on ne fait que ça. Intérêt, c'est qu'on connaît la balance sodium-potassium. Dans l'équilibre hydrique hors graisse, nous n'évaluons que l'eau extra et intracellulaire des tissus non gras. C'est bon. Merci beaucoup, Alain, pour cette présentation. Donc maintenant, on va passer un petit peu, on va revoir quelques petits exemples. J'ai pris 3 exemples en fonction des pourcentages de masse grasse. Donc le premier, c'était une masse grasse bien équilibrée, donc un poids total de 70 kg environ, pour un IMC totalement dans les normes. Donc en ce qui concerne la masse grasse, elle est bien, l'écart théorique est même négatif, donc un pourcentage de 15% de masse grasse. Si on évalue, si on regarde les indicateurs hydriques, donc au niveau de l'eau totale, ce qui concerne le volume total, donc on est parfaitement à l'équilibre, le curseur est bien dans la zone verte. Donc ici, pour cette personne, c'est parfait. Si on regarde en dessous, donc l'hydratation de la masse hors graisse, donc un bon taux, 73% pour une valeur de référence d'environ 73,3%. Donc, c'est parfait. Le taux d'hydratation est bien développé ici. Donc, si je vous ai mis la capture de la masse musculaire squelettique, on voit ici qu'elle est assez bien développée, comparé à la référence. On a plus de 3,5 kg en plus. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc la masse maigre contient beaucoup d'eau. Donc, le muscle est composé de beaucoup d'eau. Donc, les personnes qui ont une masse musculaire importante vont avoir un volume d'eau par rapport au poids assez important. Donc, c'est le cas ici, un taux d'hydratation quasiment parfait. Si on regarde l'hydratation en graisse, donc pour une valeur de référence d'environ 72,2%, donc là aussi on est parfaitement à l'équilibre, donc une hydratation quasiment totale ici, quasiment parfaite ici. Et étant donné que la masse grasse est très faible, donc l'eau du gras ne peut pas intervenir donc ni sur l'eau totale ni sur l'hydratation en graisse. Si on regarde donc l'équilibre hydrique, donc on voit qu'il y a au niveau du compartiment extracellulaire un léger excès, 39% pour une référence à 38, c'est 1% environ, un léger déficit au niveau intracellulaire. Si on enlève l'eau du gras, on voit que la tendance est la même. Le compartiment extracellulaire est légèrement un petit peu supérieur à la référence. Voilà. Là, la masse grasse n'influe pas encore une fois sur l'équilibre hydrique, étant donné que la masse grasse est très faible. Donc là, peut-être questionner la personne, est-ce que cette personne mange peut-être un petit peu trop salé, donc et un petit déficit au niveau des apports en fruits et légumes pour le potassium. Donc là, questionner avec le patient pour chercher d'où vient un petit peu ce déséquilibre. Mais Alain, vous êtes d'accord que c'est un équilibre hydrique quasiment parfait ici, oui. Oui, alors il faut pondérer aussi ce que je disais. Dans une même journée, ça bouge. L'équilibre hydrique, pas trop, mais l'hydratation en graisse peut bouger pas mal. Et vous êtes dans le vert à plus ou moins 2%. C'est ça. Et le vert pâle, on est dans la tolérance. Donc là, il y a encore 1%. Donc on est à plus ou moins 3%. Quand on est à 0,82, tout est 1,12, tout est parfait. Il n'y a pas de problème. Fluctuation normale. Parfait. Donc là, on passe sur une masse grasse encore assez équilibrée. Donc un patient qui a une masse grasse d'environ 13%. Donc un poids total de 63,5 kg avec un IMC de 21. Donc là, au niveau de l'hydratation, il y a une légère déshydratation. Si on regarde le volume hydrique, on voit qu'il y a un déficit de moins 1,7 litre ici. Au niveau de l'hydratation de la masse en graisse, ça reste quand même un bon niveau d'hydratation. Pareil pour le taux d'hydratation. Donc là, ce patient a une masse musculaire assez bien développée. Je vous ai pas mis la capture, mais il a une bonne masse musculaire. Si on regarde l'hydratation en graisse, donc la tendance est la même. On voit qu'au niveau des écarts théoriques, c'est presque identique. Donc là, on peut juste conseiller à la personne d'améliorer son hydratation, de boire davantage pour équilibrer un petit peu ce déficit. Et si on regarde l'équilibre hydrique, donc là, l'équilibre hydrique
est aussi parfait, hein, c'est moins de 1% de différence entre les deux. Donc là, il n'a rien à commenter au niveau de l'équilibre hydrique. Par contre, ce qu'on peut dire un petit peu, c'est uniquement qu'au niveau des curseurs, donc les curseurs, pour rappel, ça monte. Parce qu'il manque d'eau totale, Voilà, comme on l'a vu tout à l'heure. Comme on l'a vu tout à l'heure, cette personne manque d'eau totale. Du coup, les curseurs se situent un petit peu sur la gauche. Au niveau des écarts théoriques, donc on voit qu'il lui manque un petit peu d'eau au niveau extracellulaire et un petit peu plus d'eau au niveau de l'intra. Voilà. Là, c'est un peu plus gênant parce qu'il lui manque un peu d'eau en intracellulaire. Donc, si c'est un sportif, par exemple, un manque d'eau en intracellulaire fait qu'il sera moins performant. On a fait une étude il y a une quinzaine d'années de ça avec au centre hospitalier de Bayonne avec le service de médecine sportive sur des rugbymen de l'équipe de Biarritz. Et il y avait beaucoup de joueurs qui avaient des sous-hydratations intracellulaires et c'était les moins performants de l'équipe. Donc, je ne vous raconte pas toute l'histoire, mais c'était extrêmement intéressant. Merci Alain. Donc là, dans ce cas, on propose de travailler sur l'hydratation globale de la personne et l'eau devrait se répartir dans les deux compartiments. Tout à fait. Un dernier exemple, donc un taux de masse grasse élevé, donc 34%, donc un poids de 80 kg, donc avec un IMC d'environ 29. Donc si on regarde l'eau totale, donc dès lors que le taux de masse grasse est supérieur à 28%, donc comme tout à l'heure l'a dit Alain, on regardera l'hydratation de la masse en graisse. Donc ici, elle est de 70%, donc c'est un bon taux d'hydratation. Les valeurs de référence vont d'environ 69% à 77%. On est légèrement en dessous, mais on reste quand même dans les fourchettes de tolérance. Au niveau du taux d'hydratation, donc là, on voit que la masse grasse influe beaucoup sur ce résultat, hein. Il y a une masse grasse assez importante. Du coup, le taux d'hydratation est très faible ici. Donc ici, on n'en tiendra pas compte. L'hydratation en graisse non plus, hein, le taux de masse grasse étant supérieur à 28%, donc ce taux d'hydratation est légèrement sous-estimé. Les valeurs de tolérance vont de 68 à 76%. On voit qu'on est légèrement en dessous. Ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est de regarder uniquement l'hydratation de la masse hors graisse qui ne tient pas en compte, qui ne prend pas compte de la masse grasse de la personne. Et en ce qui concerne l'équilibre hydrique, donc là, dans la première tuile, on voit que l'équilibre hydrique est parfait. Donc 42,04% pour une référence de 42%, c'est parfait, hein. Et l'équilibre hydrique hors graisse, donc là, on voit qu'il y a un léger déficit du compartiment extracellulaire. Donc ça, c'est tout à fait normal, hein, puisqu'on a retiré l'eau du gras. Et comme tout à l'heure l'a dit Alain, l'eau du gras est répartie entre 80% d'eau extracellulaire et 20% d'eau intracellulaire. Donc forcément, si on enlève l'eau du gras, on enlève de l'eau extracellulaire. C'est là tout l'intérêt de l'équilibre hydrique hors graisse. C'est que quelque chose qu'on n'aurait pas pu voir sur équilibre hydrique classique, on le voit par l'équilibre hydrique hors graisse, justement dans cette notion de l'hydratation des matières qui sont les plus importantes, qui sont les minéraux et les protéines. Enfin, c'est surtout les protéines là, qui vont être un peu sous-hydratées. Donc, tuile très intéressante. Oui. Donc, du coup, là, on enlève l'eau du gras, on retire de l'eau extracellulaire avec cet indicateur. Voilà pour ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à nous les poser dans le chat, hein. Il reste 10 minutes. Donc, on va prendre le temps d'y répondre. Donc, je vois 2 questions déjà dans le chat. Je vois. Quelle solution proposez-vous pour une... Alors... Donc, une première question. Donc, quelle solution proposez-vous pour une personne ayant une hydratation bonne en extracellulaire, mais ayant un déficit en intracellulaire? Alors déjà, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Quel est son taux d'hydratation? Donc, est-ce que c'est le déficit dont on parle là ou l'équilibre? Oui. Est-ce que Thomas, vous pouvez nous répondre? Personne en déficit sur l'eau totale.
Donc, Alors, si c'est un déficit sur le total et que l'eau extracellulaire est bonne, ça peut venir d'un excès de sodium. Déficit en intracellulaire. Et peut-être un déficit de potassium, non? Éventuellement un déficit de potassium, l'un ou l'autre. Ouais. Mais donc, la personne était normalement hydratée. Ouais. Donc, plus probablement, à mon avis, un peu trop de sodium. Donc, l'eau, elle part du côté de l'extracellulaire. Mais l'un ou l'autre. Ok. J'ai remarqué au fil des mesures que les personnes en surpoids ont toujours une hydratation en graisse en déficit. Et plus la personne a un pourcentage de masse grasse élevé, plus l'hydratation en graisse est en déficit. Pourquoi? Je ne comprends pas, étant donné que l'hydratation en graisse ne prend pas en compte la graisse. Oui, alors. Ça, c'est vrai, on ne l'a pas expliqué dans le diaporama, dans la présentation. Ce qu'on sait mesurer au niveau de l'eau, c'est l'eau totale, l'eau extracellulaire et par voie de déduction, comme je l'ai dit, l'eau intracellulaire. On ne sait pas mesurer l'eau du tissu gras. Par contre, dans la littérature et par des publications qu'on portait d'ailleurs sur l'analyse de cadavres, je suis désolé de dire ça, mais il n'y a pas d'autre solution pour avoir vraiment des données précises sur le contenu de l'eau des tissus. Il a été constaté que l'eau de ce tissu gras était constant aux environs de 13 à 14% d'eau. Donc, on arrondit à 15% d'eau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour vous donner le taux d'hydratation en graisse, on enlève ces 15% d'eau sur une valeur empirique donnée dans les publications, mais quand même sur des bases très sérieuses, puisque c'est des études qui ont été faites sur des cadavres. Il y a, de façon récente, des 2 études qui sont sorties et qui démontrent que chez les personnes obèses, ce taux d'hydratation est en fait beaucoup plus bas. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, à partir d'un certain niveau de masse grasse, 30, 32 ou 33%, l'eau devient de plus en plus rare dans le tissu gras. Donc le taux d'hydratation baisse. Et ça, nous, on ne le voit pas. Et on continue à vous donner un résultat qui est avec une donnée à 15% d'eau. Donc, on enlève probablement trop d'eau. Ça, c'est une première raison. Il est constaté aussi dans ces études-là que quand ces personnes-là perdent de la masse grasse, le taux d'hydratation remonte. Donc, ce tissu gras se réhydrate au fur et à mesure. Et nous, on l'a constaté aussi sur des milliers de mesures qu'on a fait. C'est pour ça, quand Salomé a dit tout à l'heure, si vous êtes sur des personnes très grasses, consultez toujours, et c'est pour ça qu'on vous donne les 2 taux d'hydratation, consultez toujours le taux d'hydratation de la masse hors graisse. Et si vous voyez beaucoup d'écart entre le taux d'hydratation de la masse, le taux d'hydratation hors graisse et le taux d'hydratation de la fat free mass, prenez la valeur du taux d'hydratation de la fat free mass, qui ne sera pas pollué, je dirais, par le fait que on a peut-être retiré trop d'eau, considérant que le taux d'hydratation de ce tissu gras était de 15%, puis qu'il est peut-être rendu à 7%. Donc, les 2 indicateurs sont importants à consulter dès qu'on a des gens qui ont beaucoup de gras. Alors, si je donne un exemple, si j'ai quelqu'un qui est à 65% d'hydratation hors graisse, alors qu'il devrait être à 72, et puis qu'il est à 69% d'hydratation de la masse hors graisse, alors qu'il devrait être à 73, là, j'ai que 4% d'écart. De l'autre côté, j'ai 6% d'écart.
je vais privilégier le taux d'hydratation hors graisse. Oui. Je ne sais pas si c'est compréhensible, mais bon, la réalité, c'est ça. Puis il y a une deuxième réalité. Alors là, je ne peux pas vous donner la raison, mais effectivement, on constate que les personnes qui ont beaucoup de gras, après, ça, c'est des phénomènes physiologiques. Et bon, je suis entouré de quand même beaucoup de gens dans le milieu médical et je n'ai pas d'explication de la part de qui que ce soit. C'est un constat que les personnes qui ont beaucoup de masse grasse ont tendance à avoir un taux d'hydratation qui est bas. Mais je ne peux pas vous en donner la raison. Merci Alain. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non. Pas d'autres questions. Alors, du coup, on ne demande pas aux personnes obèses de boire plus. Alors attention à cette donnée au niveau de l'eau. Si vous faites trop boire les gens, ils vont éliminer de plus en plus. Et vous risquez d'avoir un taux d'hydratation qui va encore baisser. Non, ce qu'il faut leur conseiller et surveiller, c'est qu'ils aient un bon niveau d'hydratation. Et puis après, surveiller la balance intra-extracellulaire et rééquilibrer éventuellement en sodium ou en potassium en fonction, ça va dans un sens ou dans l'autre. Mais pour l'eau globale par elle-même, je n'ai pas de recette miracle. Mais peut-être que Salomé en a, puisqu'elle est diététicienne. Est-ce que tu as quelque chose à suggérer ? Pour faire remonter l'eau totale ? À part le fait de ce que tu disais, si on boit trop d'eau, on élimine plus, et donc c'est pas comme ça qu'on va faire monter l'eau. L'eau, il faut la stabiliser dans le corps. Ouais, après, on ne peut pas conseiller aux patients de saler un petit peu plus pour retenir l'eau. C'est pas non plus la solution. C'est pas conseillé. On va remettre un peu de sodium éventuellement s'il y a un gros déséquilibre entre l'eau intra et extracellulaire, mais on va peut-être plutôt privilégier de remonter la notion de le potassium. Le potassium, donc, oui. D'avoir une alimentation avec, plus riche en fruits et légumes. Exactement. Après, de conseiller d'avoir un apport en eau d'environ 1,5 litre par jour, hein, même si la personne apparaît déshydratée. Et puis, comme tout à l'heure l'a dit Alain, au fur et à mesure du temps, enfin, au fur et à mesure des mesures, lorsque la personne va se réhydrater au niveau de la masse grasse, vous allez observer une amélioration du pourcentage d'hydratation. Chez le sportif, on peut lui conseiller de saler sa boisson car perte minérale par sudation. Oui, généralement, elles sont un petit peu salées, les boissons. Oui, pourquoi pas. Alors, attention quand même aux effets d'excès. Je vais citer un exemple tout à l'heure qui est l'équipe de rugby de Biarritz, si je peux en parler parce que c'était il y a 15 ans. Et donc, on a vérifié, on a fait tout un travail avec en bioimpédancemétrie sur ces sportifs qui était très intéressant. Et à la sortie, il y avait 70% des joueurs qui avaient un manque d'eau en intracellulaire. Le déséquilibre était défavorable au niveau de l'intracellulaire. Donc, les diététiciens et l'entraîneur se sont préoccupés du problème, ont fait des analyses, etc. Il y a eu des analyses de sang qui ont été faites et qui ont déterminé qu'effectivement, ce qu'avait donné la bioimpédancemétrie correspondait à la réalité. Alors après, c'était pourquoi. Et un joueur de rugby, ça boit entre 6 et 8 litres d'eau par jour. Premièrement, ils ont constaté qu'ils utilisaient des eaux très minéralisées. Donc attention, si on boit beaucoup, parce qu'on élimine beaucoup et qu'on boit beaucoup, si c'est trop minéralisé, eh ben on va se retrouver avec un déficit de l'eau intracellulaire par rapport à l'extracellulaire. Donc oui, mais sans abuser. Et la deuxième chose qu'il y avait, c'était la salière. Ils ont constaté dans les réfectoires, etc. Donc, ils ont un peu surveillé. Et ce sont des gens qui mangent énormément.
énormément et qui ont tendance à bien aimer le sel. Donc, ils salaient également beaucoup leur nourriture. Une fois qu'ils ont fait ça, ils ont modifié, imposé une certaine quantité d'eau, une certaine quantité de sodium, et ils ont tous retrouvé un bon équilibre. Donc, oui, pour compenser, mais attention, pas en excès. Et oui, bien sûr, la vidéo sera disponible en replay sur notre page Facebook. Donc, elle est disponible immédiatement. Donc, il y a une dernière question. Alors, je ne sais pas si Alain, tu vas pouvoir y répondre. Comment faire monter donc, l'eau intracellulaire lorsque la boisson d'effort est source de potassium? Comment faire, je veux pas la question. Comment faire monter l'eau intracellulaire? L'eau extracellulaire. Intracellulaire, pardon. Même si boisson d'effort, source de potassium. Source de potassium. Donc, très dur les apports en sodium, du coup, pour le coup. Oui, bon, enfin, au niveau en général, au niveau du corps, au niveau cellulaire, le rein fait bien les choses, elle amène ce qu'il faut en potassium, et c'est relativement rare qu'il y ait un déséquilibre au niveau potassium. C'est relativement rare. Sauf si vraiment dans l'alimentation, il y a une carence importante. Oui, oui. Après, c'est plutôt le sodium qui va réguler. Donc, le rein, il va éliminer ou apporter du sodium, et il va éliminer. Mais si on prend trop de sodium, à un moment donné, il ne peut pas tout éliminer. C'est là où on se retrouve avec des excès au niveau de l'eau extracellulaire. Sinon, normalement, l'organisme fait bien son boulot. Et sachez que c'est le rein qui régit tout ça. Donc, soit il a la capacité de bien fonctionner, de bien éliminer le sodium, et puis après, si on en met un peu trop, à un moment donné, il en reste dans les tissus. Il est 14h, donc ce webinaire va toucher à sa fin. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Donc, il sera disponible en replay, donc sur la page Facebook. Merci beaucoup, Alain, d'avoir intervenu. Et à bientôt pour les prochains thèmes. D'ici quelques jours, vous recevrez les nouveaux thèmes pour les semaines à venir. Et merci à vous d'avoir participé. Et bon travail en bienveillance pétrie. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir.